Vous devez montrer à votre esprit et à votre corps qui est le patron. Il n'y a pas de personne spéciale, juste des esprits spéciaux, et l'esprit est quelque chose que nous pouvons aiguiser grâce à un travail acharné. Avez-vous toujours 1000 choses en tête? Êtes-vous un penseur excessif? Votre esprit est-il constamment préoccupé par l'avenir, au point de vous empêcher de dormir la nuit? Avez-vous du mal à prendre des décisions et à passer à l'action? Vous sentez-vous confus et frustré parce que vous pensez à trop de choses à la fois? Cela ressemble à un esprit non entraîné. Votre esprit peut être votre plus grand atout ou votre pire ennemi selon la manière dont vous le gérez. C'est votre outil le plus puissant sur le chemin du succès. Les personnes les plus performantes savent qu'elles doivent maîtriser leur esprit et l'utiliser efficacement pour exceller dans la vie. L'esprit a pour rôle de générer des pensées et des idées qui influencent nos actions, nos comportements et notre perception de la réalité. Votre vie est construite sur ce à quoi vous pensez tout au long de la journée. La majorité d'entre vous ne vont pas regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Ce n'est pas parce que vous vous ennuyez, mais parce que vous êtes distrait et que votre esprit n'est pas pleinement concentré. Affirmez votre autorité sur les distractions et les bruits parasites qui perturbent votre concentration et votre pleine conscience. Osez-vous relever le défi? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et prouvez que vous êtes le maître à bord. L'interaction entre le corps et l'esprit n'est pas une relation d'égalité, mais plutôt une dynamique de domination où l'esprit exerce un contrôle sur le corps. Lorsque cette hiérarchie s'inverse, nous sommes souvent trompés par nos impulsions physiques et émotionnelles. Dans ces moments, l'homme devient esclave de ses passions, se laissant emporter dans toutes les directions sans but précis ni cohérence. Le véritable pouvoir réside dans la capacité de l'esprit à gouverner le corps. Lorsque l'esprit reste maître, il peut canaliser les énergies corporelles de manière productive et intentionnelle. C'est dans cette maîtrise que l'homme peut atteindre ses objectifs avec clarté et détermination. Quand l'esprit prend les commandes, il peut transcender les désirs immédiats du corps pour se concentrer sur des aspirations plus élevées et des objectifs à long terme. Cette domination n'est pas une suppression des besoins corporels, mais une harmonisation où l'esprit guide le corps vers des actions qui servent un but supérieur. En gardant cette relation équilibrée, l'individu peut naviguer avec sagesse et efficacité à travers les défis de la vie. L'esprit, lorsqu'il est aux commandes, utilise la raison, la réflexion et la volonté pour orienter les actions du corps. Il s'assure que chaque mouvement et chaque décision sont alignés avec des valeurs profondes et des intentions claires. Cette discipline mentale permet de surmonter les distractions et les tentations qui pourraient autrement nous dévier de notre chemin. En fin de compte, la maîtrise de l'esprit sur le corps est la clé pour réaliser notre plein potentiel. Cela nécessite une pratique continue de la vigilance, de la méditation et de l'autodiscipline. Lorsque l'esprit et le corps travaillent en harmonie sous la direction de l'esprit, nous pouvons atteindre un état de bien-être intégral, où chaque aspect de notre être contribue à notre succès et à notre épanouissement. Ainsi, en cultivant la domination de l'esprit sur le corps, nous ne faisons pas que réaliser nos objectifs personnels. Nous nous élevons aussi vers une existence plus consciente et alignée, où la sagesse et la volonté éclairent chaque étape de notre parcours. Les esprits peuvent être frustrants. Parfois, nous avons des pensées distrayantes ou destructrices alors que nous ne souhaitons rien de plus que d'actionner un interrupteur et de nous éteindre l'esprit après une longue journée. Peu importe à qui vous faites référence, les plus grands succès de pensées ennuyeuses semblent être à peu près les mêmes pour tout le monde. S'inquiéter d'une responsabilité à venir, ou s'inquiéter de ce qu'une autre personne pense de vous, ou se critiquer pour ses sentiments, mauvais ou ne répondant pas à un standard personnel. Si votre esprit agit plus comme un rival que comme un allié, vous avez peut-être essayé certains de ces stratagèmes pour triompher de cette lutte interne. Imaginez des chants de marguerite ou des chiots gambadant, quelque chose de doux et apaisant. Invente des pensées plus robustes pour renverser les despotes mentaux. Savourez une part de gâteau, buvez une bière, faites une sieste, ou faites de l'exercice jusqu'à l'épuisement, espérant que ces pensées disparaissent. Forcez-vous à être un optimiste inébranlable, même si tout semble indiquer le contraire. Ces tactiques peuvent vous offrir une brève accalmie, mais peu importe combien vous êtes prêt à courir mentalement, les pensées agaçantes risquent de l'emporter. Heureusement,
Il existe des stratégies cognitives et comportementales, validées par des recherches, qui peuvent vous aider à mieux naviguer quand votre esprit vous joue des tours. Vos deux esprits. Une perspective à la Miyamoto Musashi. Lorsque vous fermez les yeux pour méditer et tentez de libérer votre esprit de toute pensée, vous réalisez rapidement que votre esprit continue de réfléchir. Mais alors, qui est-ce qui observe cet esprit en train de penser? C'est là que les enseignements de Miyamoto Musashi, le légendaire samouraï et philosophe japonais, apportent une perspective fascinante. Dans la pratique du zen et dans les enseignements de Musashi, cette dualité est souvent décrite comme celle entre l'esprit pensant et l'esprit observateur. C'est une exploration de nos deux facettes mentales, celle qui génère les pensées et celle qui les observe, détachée et impartiale. Imaginez-vous dans une méditation, tandis que votre esprit s'agite avec des pensées sur les tâches à accomplir demain au travail. Qui est-ce qui regarde cet esprit s'inquiéter du futur? C'est l'esprit observateur, une partie de votre conscience qui reste calme et détachée, observant les mouvements agités de l'esprit pensant. Dans le zen et d'autres traditions contemplatives, cette prise de conscience de nos deux esprits est essentielle pour cultiver la paix intérieure et la clarté mentale. Comprendre cette dualité nous permet de mieux naviguer à travers les tumultes de nos pensées et émotions, en cultivant un état d'esprit plus équilibré et serein. Cette perspective trouve également des échos dans des approches thérapeutiques contemporaines, comme la thérapie d'acceptation et d'engagement. En reconnaissant la coexistence de ces deux aspects de notre être, nous pouvons mieux aborder et résoudre les défis émotionnels et psychologiques de la vie quotidienne. En suivant les enseignements de Musashi et en explorant cette dualité des deux esprits, nous pouvons non seulement approfondir notre compréhension de nous-mêmes, mais aussi trouver des outils pratiques pour cultiver la paix intérieure et la résilience émotionnelle dans notre vie quotidienne. L'esprit pensant égaré. Une ode à l'esprit observateur. Voici le hic avec notre esprit pensant. Nous n'avons pas le contrôle absolu sur lui. Vous en doutez? Je vous lance un défi. Peu importe ce que vous faites, Nebraska, pensez pas à un éléphant rose. Évitez soigneusement l'image d'un éléphant rose tenant un parapluie bleu de sa trompe. Supprimez totalement de votre esprit la notion d'un éléphant rose pendant les 2 paragraphes qui suivent. Ça y est, vous avez certainement visualisé un mastodonte rose, doté d'un parapluie bleu, tout en observant vos propres pensées se trémousser autour de cet éléphant rose pendant que vous lisiez ces lignes. Votre esprit observateur, stoïque, a été témoin de vos divagations éléphantesques. Malgré ces avertissements répétés à votre esprit, pensant pour qu'il évite toute pensée d'éléphant rose. L'esprit pensant est toujours en effervescence, que vous attendiez dans une file d'attente, luttiez pour dormir, décrochiez d'une conversation ou vous laissiez emporter par la lecture. Ça m'arrive au moins une fois, sacré casse-pied. Il est comme un chien enjoué, tirant sur sa laisse, nous entraînant vers ses envies. Si nous ne sommes pas aguerris à l'usage de notre esprit observateur, alors nous voilà happés par cet esprit vagabond. Maintenant, imaginez Miyamoto Musashi, le légendaire samouraï, pratiquant le kenjutsu dans un état de concentration parfaite. Son esprit pensant était discipliné, ne s'égarant pas dans des pensées superflues pendant le combat. Pensez également à ses méditations solitaires dans les montagnes, où il entraînait son esprit à rester calme et concentré malgré l'environnement tumultueux de la nature. Et rappelez-vous ces célèbres duels où il faisait preuve d'un contrôle absolu de ses émotions, ne laissant pas la peur ou l'angoisse perturber son esprit observateur. Telles sont les leçons de Miyamoto Musashi. La maîtrise de l'esprit pensant passe par la discipline, la méditation et la présence d'esprit. En suivant son exemple, nous pouvons cultiver notre propre esprit observateur et surmonter les tumultes de notre esprit, pensant pour accéder à une clarté intérieure et une paix d'esprit durable. Un avec vos émotions. L'art de la conscience émotionnelle selon Miyamoto Musashi. Les gens me questionnent fréquemment. Comment puis-je cesser de ressentir une telle jalousie? Ou comment puis-je maîtriser cette colère? Ou comment puis-je surmonter cette nervosité dans cette situation? La réponse est simple. Vous ne le faites pas. Vous ne pouvez pas commander à votre esprit pensant de cesser de ressentir ces émotions. Elles surgissent et persisteront. La clé réside dans la non-identification avec ces émotions lorsqu'elles émergent.
Dans la philosophie zen, il est recommandé de substituer l'expression « je suis en colère » par « je ressens de la colère ». Plutôt que de dire « je suis nerveux », dites « je ressens de la nervosité ». Au lieu de déclarer « je suis jaloux », exprimez « je ressens de la jalousie ». Cette nuance peut sembler minime, mais elle est puissante. Essayez-la par vous-même. Rappelez-vous un récent moment où une émotion négative vous a submergé, que ce soit la colère, la nervosité ou l'insécurité. Maintenant, au lieu de penser « j'étais en colère contre mon frère », considérez plutôt « j'ai ressenti de la colère envers mon frère ». Vous avez éprouvé de la colère, mais elle n'a pas dirigé vos actions. Miyamoto Musashi, le légendaire samouraï et philosophe, offre un exemple saisissant de maîtrise émotionnelle. Lors de ses duels, même dans des situations de vie ou de mort, il maintenait une tranquillité intérieure qui lui permettait de rester concentré et réactif, sans être submergé par la peur ou la colère. Dans ses écrits, Musashi soulignait l'importance de la clarté mentale et de la conscience de soi, affirmant que la véritable force réside dans la maîtrise de soi. Ainsi, en suivant l'exemple de Musashi, nous pouvons développer une conscience émotionnelle plus profonde, nous permettant de ressentir nos émotions sans être dominés par elles et de naviguer avec sagesse à travers les défis de la vie. Entreprenez malgré vous, l'art de dompter l'esprit pensant. Les gens me sollicitent constamment. Comment surmonter la peur de l'échec ou comment surmonter la crainte du rejet? Je navigue à travers la peur et l'anxiété en les accueillant, tout simplement. Je sais, c'est une réponse plutôt banale. Je ressens les mêmes appréhensions que tout un chacun, mais je ne m'y identifie pas. Je les accepte et j'avance malgré elles. Je ne laisse pas mon esprit pensant dicter mes actions. Je désarme mes émotions. Lorsque la peur se manifeste, je choisis consciemment d'agir malgré elle. Lorsque l'anxiété pointe le bout de son nez, je décide consciemment d'avancer malgré cela. Prenons un exemple concret. Lorsque je dois m'installer pour écrire abondamment, comme c'est le cas en ce moment, l'angoisse me saisit souvent. Je veux produire quelque chose de vraiment remarquable, sachant que des milliers de personnes le liront. Une conséquence de cette anxiété est souvent la procrastination. Dans mes jeunes années, lorsque je me retrouvais dans des situations de nervosité et de procrastination, comme un important devoir à rendre à l'école, je me disais « je ne peux pas le faire, je suis trop fatigué » ou « je n'arrive pas à me concentrer comme les autres, j'ai sûrement un TDAH ou quelque chose du genre ». C'était mon identification avec mon esprit pensant. Aucune séparation entre mes émotions et mon identité. Je me sentais anxieux et je pensais « je ne peux pas le faire pour telle ou telle raison » et je l'acceptais tel quel. J'étais l'esclave de mon esprit pensant, entraîné par ces tumultes. De nos jours, je suis souvent capable de m'installer et d'écrire plus de 5000 mots en une seule journée. L'anxiété est toujours présente, les mêmes pensées surgissent. Je devrais d'abord manger, une sieste me ferait du bien. Je ne suis pas dans le bon état d'esprit pour écrire maintenant. Mais maintenant, au lieu de m'identifier à ces pensées, je les observe. Je ressens de l'anxiété à l'idée d'écrire aujourd'hui. Je ressens le besoin de manger en premier. Je ressens le besoin de faire une sieste avant. Et ensuite, je me tourne vers mon esprit pensant et lui dis tout de go qu'il débloque, et que tout ce dont j'ai besoin est de m'asseoir et de commencer à écrire. Nous sommes tous, sans le vouloir, des producteurs d'excuses et d'émotions négatives. Devinez quoi? Cela ne changera jamais. Peu importe le nombre de pensées positives que vous invoquez, le type de thérapie que vous suivez, ou les croyances New Age que vous adoptez. Les pensées et émotions négatives sont des produits naturels du cerveau humain. Vous ne pouvez pas les éviter. Aucun d'entre nous ne le peut. Ce que vous pouvez faire, c'est les accepter, les neutraliser, et ensuite agir malgré elles. Quand les gens me demandent comment arrêter de se sentir en colère ou cesser d'être nerveux, voici leur dilemme. Dès que vous tentez d'éliminer une pensée ou une émotion, vous la renforcez. Comme le dit le dicton bouddhiste, « Ce à quoi vous résistez persiste ». Dans ses propres mots, Miyamoto Musashi, maître samouraï du Japon féodal, a également abordé cette notion. Il a écrit « Lorsque vous réalisez que la manière de vaincre la peur est de vous lancer dans son cœur même, vous êtes libéré de celle-ci. »
Son enseignement met en lumière l'importance d'agir malgré les émotions négatives, affirmant que c'est dans l'action que se trouve la vraie liberté. Le corps doit être traité avec rigueur afin qu'il ne désobéisse pas à l'esprit. Sénèque, en soulignant cette relation, nous invite à voir le corps comme un allié précieux, dont la discipline est essentielle pour réaliser pleinement notre potentiel intellectuel et spirituel. Lorsque le corps est en harmonie avec l'esprit, il devient non seulement un véhicule pour nos pensées et nos intentions, mais aussi un partenaire dans la quête de sagesse et de maîtrise de soi. Ainsi, en traitant notre corps avec le respect et la rigueur qu'il mérite, nous créons une synergie puissante où le physique et le mental s'enrichissent mutuellement, permettant à l'esprit de s'élever et de prospérer sans les entraves d'un corps capricieux ou mal entretenu. C'est dans cette discipline harmonieuse que nous trouvons la véritable liberté et la capacité de vivre pleinement selon nos valeurs et nos aspirations. Pourquoi l'esprit veut-il faire quelque chose alors que le corps ne le veut pas? L'esprit et le corps peuvent parfois exprimer des désirs ou des motivations contradictoires, influencées par divers facteurs tels que la fatigue physique, l'état émotionnel ou des habitudes bien ancrées. Par exemple, l'esprit peut être déterminé à faire de l'exercice, tandis que le corps, épuisé ou démotivé, résiste à cet effort. Ce conflit résulte souvent de l'interaction complexe entre les facteurs physiologiques, psychologiques et environnementaux. Pour mieux comprendre et gérer ce désaccord, il est crucial de reconnaître la sagesse intrinsèque de l'esprit et du corps. L'esprit, avec sa capacité à fixer des objectifs et à rêver grand, aspire à la croissance et à l'accomplissement. Le corps, quant à lui, possède une intelligence intuitive, indiquant ses besoins immédiats pour la survie et le bien-être. Plutôt que de forcer un alignement, il est essentiel d'initier un dialogue entre ces deux dimensions. Écouter son corps ne signifie pas céder à la paresse, mais respecter ses limites et ses signaux. Par exemple, si le corps est fatigué, il peut être bénéfique de privilégier des formes d'exercice plus douces ou de permettre une période de repos pour éviter les blessures et favoriser une récupération optimale. De même, écouter l'esprit ne consiste pas à ignorer les besoins corporels, mais à trouver des moyens créatifs et équilibrés pour atteindre ses objectifs, sans compromettre la santé physique. Atteindre cet équilibre demande une approche holistique, intégrant des pratiques telles que la pleine conscience, la méditation et une écoute attentive des signaux corporels. En développant une compréhension profonde de soi, on peut harmoniser les désirs de l'esprit avec les besoins du corps, créant ainsi un état de bien-être général, où l'un nourrit et renforce l'autre. En fin de compte, l'harmonie entre l'esprit et le corps est un processus dynamique, nécessitant une attention continue et une adaptation. C'est en cultivant cette synergie que nous pouvons non seulement améliorer notre santé physique et mentale, mais aussi vivre une vie plus équilibrée, épanouie et en accord avec nos aspirations les plus profondes. Pourquoi mon corps et mon esprit ne m'écoutent-ils pas? Autrement dit, selon ma pensée rationnelle. Pour comprendre cela, imaginons que le moi veut accomplir une tâche, mais finit par faire le contraire. Nous pouvons utiliser une métaphore pour expliquer cette situation, tirée du livre « Le maître et son émissaire », bien que je ne l'ai pas encore lu. Pensez à votre cerveau comme étant divisé en deux parties. L'hémisphère droit, le maître, qui est créatif et conscient, et l'hémisphère gauche, l'émissaire, qui s'occupe des détails et des tâches pratiques. Le problème est que le maître, votre hémisphère droit, est difficile à convaincre. Il ne se concentre que sur ceux qu'il trouve importants et utilise la majeure partie de votre énergie mentale consciente. Il en alloue très peu au reste du cerveau, car le reste s'occupe des tâches automatiques et ne pense pas consciemment. Lorsque vous essayez d'acquérir de bonnes habitudes qui pourraient être bénéfiques à long terme, cela nécessite de l'énergie et du temps maintenant. Le maître est souvent réticent à s'investir dans ces tâches quotidiennes ennuyeuses, car il préfère conserver son énergie pour des urgences imprévues et il s'ennuie facilement. De plus, sa volonté s'épuise rapidement s'il ne voit pas de résultats immédiats. Le maître ne se laisse convaincre que par des récompenses immédiates ou des stimuli nouveaux. Donc, pour instaurer une nouvelle habitude, il est crucial de négocier avec lui. Offrez-lui des petites récompenses après chaque tâche accomplie pour le motiver. En résumé,
Votre esprit n'écoute pas toujours vos pensées rationnelles, car il doit gérer les urgences potentielles et économiser de l'énergie. Pour le convaincre de faire quelque chose, il faut lui montrer que cela en vaut la peine maintenant. Traitez votre esprit avec respect, comprenez ses besoins, et négociez avec lui chaque jour pour en faire un allié. Dans quelle mesure êtes-vous conscient de votre propre hygiène mentale? Si vous ressemblez à de nombreux leaders prospères, vous êtes probablement très vigilant quant à votre alimentation. Presque tous les PDG que je connais suivent un régime particulier pour maintenir leur santé, leur forme et leur performance optimale. Mais avez-vous déjà autant réfléchi à ce quoi vous nourrissez votre cerveau? Dans quelle mesure êtes-vous conscient de votre propre hygiène mentale? À bien des égards, notre cerveau fonctionne comme un ordinateur. Il peut être programmé, et ce que nous choisissons d'y entrer influence profondément non seulement nos pensées, mais aussi nos humeurs, nos comportements et les décisions que nous prenons au quotidien. Comme l'a si bien dit Gandhi, « Un homme n'est que le produit de ses pensées. Ce qu'il pense, il le devient. » Cette citation souligne la puissance de nos pensées et l'importance de ceux que nous laissons entrer dans notre esprit. Gandhi ajoutait également « Je ne laisserai personne marcher dans mon esprit avec ses pieds sales. » Cette image forte nous rappelle l'importance de protéger notre esprit des influences négatives et toxiques. Prenons un moment pour réfléchir à notre propre hygiène mentale. Tout comme nous faisons attention à notre alimentation pour maintenir notre corps en bonne santé, il est crucial de prêter attention à ceux que nous laissons entrer dans notre esprit. Les informations que nous consommons, les médias que nous regardons, les conversations auxquelles nous participons, tout cela constitue la nourriture pour notre cerveau. Si nous nous exposons régulièrement à des contenus négatifs, stressants ou superficiels, cela peut influencer notre état d'esprit, nous rendant plus anxieux, pessimistes ou réactifs. À l'inverse, en nourrissant notre cerveau avec des pensées positives, des idées inspirantes et des connaissances enrichissantes, nous pouvons cultiver un esprit plus serein, créatif et résilient. Il est donc essentiel de pratiquer une forme de nettoyage mental régulier. Cela peut inclure des techniques comme la méditation, la lecture de livres stimulants, l'écoute de podcasts enrichissants ou simplement passer du temps dans la nature pour recharger notre esprit. En étant conscients de notre hygiène mentale, nous pouvons créer un environnement intérieur qui favorise notre bien-être et notre croissance personnelle. En fin de compte, la qualité de nos pensées détermine la qualité de notre vie. En investissant dans une hygiène mentale rigoureuse, nous nous donnons les moyens de devenir la meilleure version de nous-mêmes, capables de faire face aux défis avec calme et de saisir les opportunités avec enthousiasme. Cultivons donc notre esprit avec autant de soin que nous cultivons notre corps, car c'est là que réside la véritable clé du succès et de l'épanouissement. Conclusion. Libérez-vous des chaînes qui entravent votre liberté. La séparation entre votre esprit observateur et votre esprit pensant n'est pas une tâche aisée, mais c'est une compétence cruciale qui mérite d'être cultivée. Prenons l'exemple de Miyamoto Musashi, un samouraï légendaire du Japon féodal. Musashi était réputé pour sa maîtrise inégalée du combat au sabre, mais également pour sa discipline mentale et sa capacité à contrôler ses émotions même dans les situations les plus stressantes. Dans son célèbre traité, le livre des 5 anneaux, Musashi souligne l'importance de la clarté d'esprit et de la séparation entre l'esprit observateur et l'esprit pensant lors des confrontations. Il explique que ceux qui parviennent à maintenir un calme intérieur, en observant leurs pensées et émotions sans s'y identifier, ont un avantage décisif sur leurs adversaires. En s'entraînant à dissocier son esprit observateur de son esprit pensant, Musashi pouvait évaluer objectivement la situation lors d'un duel, identifier les faiblesses de son adversaire et agir avec précision et efficacité. Cette discipline mentale lui permettait de rester concentré, réactif, et d'anticiper les mouvements de son adversaire, lui donnant ainsi un avantage stratégique sur le champ de bataille. À travers cet exemple, nous comprenons que la séparation entre l'esprit observateur et l'esprit pensant n'est pas seulement une pratique philosophique, mais une compétence essentielle qui peut faire la différence entre la victoire et la défaite, que ce soit sur le champ de bataille ou dans les défis de la vie quotidienne.